peu comme le disait Gilles Raguin en introduction à cette session, je suis d'autant plus content de venir que je pense qu'on assiste à un tournant dans la prise en charge des hépatites virales qui est lié d'une part à une prise de conscience plus importante au niveau des politiques de l'importance des hépatites virales et également à des perspectives thérapeutiques qui vont considérablement changer, notamment pour l'hépatite C dans les 5 à 10 années à venir, et qui rendront le traitement de l'hépatite C incontournable, y compris dans les pays à ressources limitées, en tout cas je l'espère. Quand on saura qu'on peut traiter efficacement plus de 90-95% des patients, forcément les pouvoirs publics devront se positionner par rapport à cette nouvelle information. Alors la prévalence du VHC par pays, je ne vais pas vous la présenter en détail, je pense que ça a déjà été fait ce matin. On pense qu'il y a environ 120 à 170 millions de personnes avec infection chronique. La prévalence est plus élevée dans les pays du Sud comparée aux pays du Nord, avec des pays comme l'Égypte, le Cameroun, la Mongolie qui ressortent avec des prévalences extrêmement élevées. Les chiffres d'incidence, en revanche, sont très peu fiables et je préfère ne pas les citer. Alors, quels sont les défis pour la prise en charge des patients dans les pays du Sud? J'attire votre attention sur cette revue qui est faite par Nathan Ford, qui a été publiée dans Clinical Infectious Disease cette année et qui m'a paru être très très bien menée. Il met en fait en évidence le parallélisme qui existe entre la prise en charge des patients pour des infections virales chroniques comme le VHC dans son article, mais ça pourrait s'appliquer en grande partie au VHB, et le VIH, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur une problématique d'identification de patients, où en est-on du dépistage, un risque de stigmatisation pour des raisons multiples et variées, on vient de l'évoquer, la difficulté de savoir qui traiter, quand est-ce qu'on doit commencer le traitement. Pour le VIH, on a tous connu des guidelines qui nous ont amenés à décider est-ce qu'on doit traiter tôt, plutôt tard, en fonction des CD4. Les mêmes questions vont se poser avec le traitement de l'hépatite C. La difficulté de la prise en charge, on parle d'un traitement long, 6 à 12 mois, un suivi complexe qui demande des laboratoires équipés pour faire des charges virales. La présence d'effets indésirables, ce ne sont pas des traitements nécessairement faciles à administrer, encore que ce sont des choses qu'il faudra, comme pour le VIH, relativiser, mais l'interféron notamment s'accompagne d'effets indésirables, notamment psychiatriques, qui peuvent être difficiles à gérer. Et puis, question d'observance, et notamment, donc quand on parle de pays à ressources limitées, il y a bien sûr l'Afrique subsaharienne, mais il faut voir un peu plus loin. Et si on parle d'Europe centrale, d'Asie centrale, avec la part de la toxicomanie des populations vulnérables et pour lesquelles des problèmes d'observance pourraient être observés. Alors, la question majeure aujourd'hui, on est tous d'accord pour le dire, quand il s'agit d'hépatite C, c'est la disponibilité et le coût des traitements. Des traitements interféron pegylé et ribavirine, on est dans l'ordre de 10 000 à 20 000 euros, ça dépend de la durée du traitement, 6 ou 12 mois. Dans les pays à ressources limitées, on va en reparler, il y a des pays qui s'en sortent mieux, qui arrivent à avoir des traitements autour de 5 000 à 7 000 euros, mais ça reste quand même considérable par rapport à d'autres traitements pour des maladies d'importance similaire. Et pour tout ça, évidemment, il faut une volonté politique d'y arriver. Il faut donc qu'on arrive à convaincre au niveau des organisations internationales, des pouvoirs publics, de la nécessité de la prise en charge des patients dans les pays à ressources limitées. On a un peu les mêmes difficultés que pour le VIH il y a 15 ans. Alors, dans l'état des lieux, le traitement de référence, jusqu'à il y a encore, j'ai envie de dire 2 ans, était interféron pegylé et ribavirine, 24 à 48 semaines selon le génotype concerné. Un coût très élevé, comme on l'a déjà dit, 15 à 25 000 euros en Europe, et des indications de traitement qui sont assez complexes. D'abord parce qu'il faut disposer d'un ARN du VHC pour prouver que les patients sont virémiques, qu'on décide selon une biopsie hépatique, qui est un geste quand même invasif, douloureux et pas sans risque, de traiter ceux qui ont des fibroses plus avancées. Il faut, et c'est quand même important, pouvoir génotyper les patients. Ce n'est pas rien de décider si on va traiter 6 mois ou 12 mois, avec le coût des traitements et les effets indésirables qui vont avec. Et il faut des patients motivés, l'absence de contre-indication, et bien sûr se poser la question de la co-infection avec le VIH. Alors, pour ce qui est des pays à ressources limitées, là encore, Nathan Ford a récemment publié dans le bulletin de l'OMS une étude qui fait un inventaire, un état des lieux des programmes de traitement existants dans les pays à ressources limitées, notamment Brésil, Chine, Inde, Thaïlande, mais aussi Burkina Faso et Cameroun, où on retrouve à terme des réponses virologiques soutenues semblables, très similaires à celles qu'on trouve dans les pays du Nord, et des programmes de soutien gouvernementaux dans la plupart des pays, sauf dans la région Afrique, mais avec une ampleur relativement limitée. Quels sont les éléments nouveaux et qui vont changer la donne, comme je le disais en introduction? Première chose, meilleure prise de conscience au niveau international de l'importance des hépatites virales B et C.
on a quand même une amélioration de la qualité des données épidémiologiques qui font qu'on sait mieux où on en est dans beaucoup de pays. Et puis il y a eu en 2010 une résolution de l'OMS qui a été quand même un tournant. Là encore, on le disait ce matin, il faut avoir des arguments opposables par rapport au pouvoir public. On peut leur dire aujourd'hui, dans les pays du Sud, il y a une résolution de l'OMS qui demande aux pays de s'organiser pour la prise en charge des hépatites virales, avec la création d'un groupe hépatite virale à l'OMS, dont le directeur vient d'être nommé, Stéphane Victor, et dont une des premières tâches va être, dans l'année qui vient, de produire des guidelines qui vont couvrir tous les aspects de la prévention et de la prise en charge des hépatites virales, qui seront donc des aides pour nous tous. Alors il y a surtout l'arrivée de nouveaux traitements. Et on a eu des inhibiteurs de protéases qui ont permis des réponses virologiques soutenues chez à peu près 80% des patients. Des nouveaux médicaments qui sont actuellement disponibles, une part sont très chers, d'autre part sont pas de maniement facile, surtout avec des patients avec des formes avancées de l'hépatite C. Mais si on regarde à 5 ans, il semble clair pour tout le monde maintenant qu'il y aura des traitements où on n'aura plus besoin d'interférons et interférons pégylés évidemment, avec des taux de succès supérieurs à 95%. Le vrai problème, ce sera le prix de ces traitements. Alors, pour ce qui est de la prise en charge, on en parlait ce matin, on assiste quand même à une simplification des outils de prise en charge. Pour ce qui est des marqueurs non invasifs de fibrose, j'ai pas changé ma diapo depuis les remarques de Stanislas Paul ce matin, mais je crois effectivement que le FIB4 est un des marqueurs les plus prometteurs quand il s'agit d'avoir quelque chose qui marche bien et qui est accessible. Il repose sur âge, enzyme hépatique et plaquettes. Donc c'est vraiment un des marqueurs les plus simples à utiliser. Et l'élastométrie, le fibroscan, quand elle est disponible, que ce soit avec une machine portable qui vaut à peu près 30 000 € ou la machine fixe à 80 000 €, bon, a un apport, mais je dirais qu'un FIB4 devrait permettre déjà de faire le tri de façon assez efficace et on y reviendra. Il nous faut des méthodes simplifiées de génotypage et de charge virale, et celles-ci sont en cours de développement. On le citait là aussi ce matin, il y a maintenant des machines qui vont être disponibles en point of care, d'un coût assez élevé, 2000 €, pour des tests qui vont aussi être d'un coût assez élevé par rapport au coût dont on parlait dans les prises en charge en Afrique, peut-être du 70, 100 $, mais qui feront, et on espère pouvoir les développer rapidement, le diagnostic déjà infecté par le virus de l'hépatite C, oui, non, qui est nécessaire à la mise en route du traitement, le génotypage qui conditionne quand même la durée du traitement, et puis peut-être l'IL28 qui sera un marqueur de bonne réponse au traitement qui peut être utile dans la prise en charge, moins essentiel sans doute. Mais c'est vrai que ces coûts sont élevés. Si en revanche on les met en regard du coût du traitement lui-même, qui aujourd'hui dans le meilleur des cas est de l'ordre de 2000 €, payer 100 € un bilan bien fait au départ, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, on verra un petit peu comment dans le panorama des nouvelles molécules, ces tests trouveront leur place. Mais bon, pour l'instant, je pense que c'est important de se dire que l'essentiel, c'est de disposer d'une charge virale et au moins d'un diagnostic de virémie pour démarrer un traitement. Et puis maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de l'Égypte, qui est le pays, comme vous le savez, le plus touché au monde par l'épidémie d'hépatite C, et qui est intéressant parce qu'il a déjà un programme gouvernemental qui a été mis en place depuis 2008 et dont on va pouvoir apprendre beaucoup. L'autre élément intéressant à propos de l'Égypte, c'est l'existence d'une compagnie qui s'appelle Minapharm et qui a fabriqué un biosimilaire de l'interféron pégylé qui est donc commercialisé localement et qui est intéressant parce qu'il a induit une compétition dans les prix entre les différents traitements et que grâce à la présence du Minapharm, on a pu faire chuter le prix de Pegasis et de Pegintron. Donc c'est une expérience intéressante pour les autres pays du Sud, mais attention, elle était limitée à des patients mono-infectés. En Égypte, il s'agit du génotype 4. Et on est dans le contexte d'une épidémie généralisée, vous allez le voir, avec des taux de prévalence du VHC considérables. Alors, je vous donne un exemple d'un village où nous travaillons en Égypte, à 1h30 du Caire, dans le delta du Nil, qui est assez typique, où vous verrez ici, dans la tranche d'âge des 40 à 50 ans, ça c'était en 2002, ils sont passés ici maintenant, une proportion de personnes infectées par le VHC considérable, 50% pour les hommes, 30% pour les femmes. Les personnes qui sont ici, ce sont celles qui, il y a 35 ans, avaient entre 5 et 20 ans et ont été soumises au traitement de la bilharziose par injection par voie intraveineuse où l'épidémie d'hépatite C a démarré en Égypte. Donc avec une maladie à incubation longue, ils ont vieilli, ils sont ici aujourd'hui et ils commencent à développer les cirrhoses et les hépatocarcinomes. Et de cette population initiale, l'épidémie a diffusé vers les plus âgés et les plus jeunes.
avec des taux de prévalence, comme vous voyez, qui sont considérables. Donc ça, c'est corroboré par les études qu'on a faites, et je ne vais pas insister plus, mais juste vous dire qu'on avait un effet fondateur majeur et une épidémie. Ce village, vous retrouverez la même situation partout, dans tous les villages du Nil. Et d'ailleurs, l'enquête démographique de santé de 2008 en Égypte, sur 11 000 patients, a retrouvé au niveau national, sur un échantillonnage représentatif, des taux de prévalence de 50% chez les hommes en zone rurale, 40% chez les femmes, et en zone urbaine, c'est 35 et 20%. Les 2/3 de ces personnes avec anticorps sont virémiques. Ça fait 10% de la population des adultes de 15 à 60 ans qui sont virémiques en Égypte, 6 millions de personnes, et une incidence que nous avons estimée à 150 000 nouveaux cas par an. Alors, on a pu, en collaboration avec nos collègues égyptiens, montrer que la réponse virologique soutenue pour un traitement avec interféron pégylé ribavirine 48 semaines sur le génotype 4 était de 60%. On a retrouvé également un marqueur très fortement associé à la réponse au traitement, qui est l'alpha-fetoprotéine, et ça a été déjà confirmé dans d'autres études. Le fait d'avoir pu en Égypte mener cette étude qui démontrait l'efficacité d'interféron pégylé ribavirine a permis à mes collègues égyptiens de convaincre le gouvernement égyptien de mettre en route un programme de traitement. Ça, c'était en 2008. Donc, ils sont arrivés devant le ministre de la Santé en lui disant « On a un traitement qui marche chez nous, il faut qu'on puisse le rendre disponible à la population. » Et à la faveur d'une stratégie nationale qui a été mise en place en 2008, on a pu avoir l'ouverture de 24 centres de traitement dans le pays qui donnent un traitement interféron pégylé ribavirine à la population locale, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, une compétition avec un biosimilaire fabriqué localement, le Ryferon, fabriqué par Minapharm, qui a permis de faire chuter les prix. Aujourd'hui, on a un traitement qui est de l'ordre de 1 500 € pour 48 semaines d'interféron pégylé ribavirine, avec des effectifs de patients traités de l'ordre de 40 000 patients par an. Donc il y a plus de 200 000 personnes qui ont été mises sous traitement depuis le début de l'ouverture de ces centres, et on traite, mais ça reste quand même considérable, pour 1 500 € par an en Égypte. Le budget annuel du ministère de la Santé, juste pour vous donner une idée, 150 millions de dollars qui est dédié à ces traitements, c'est 20% du budget de traitement du ministère de la Santé. Et les patients sont pris en charge par le gouvernement, qu'il s'agisse d'assurances gouvernementales, qu'il s'agisse du budget du ministère de la Santé, quelques assurances privées et quelques patients qui s'autofinancent. La difficulté que nous avons, c'est évidemment de savoir si ce biosimilaire marche comme les Pegasis et Pégintron. Les textes réglementaires ne sont pas clairs sur l'évaluation d'un biosimilaire, c'est plus complexe que pour un générique. Et il faudrait faire idéalement un essai randomisé de non-infériorité. C'est quelque chose qui nous demanderait plusieurs milliers de patients, 5 ans avant d'avoir les résultats, le temps de recruter, de suivre les patients jusqu'à la 72e semaine. Les données que nous avons déjà regardées, que on ne va pas encore partager complètement avec vous, nous laissent entendre néanmoins que le Ryferon marche de la même façon, ou s'il marche un peu moins bien, la différence serait très très faible par rapport aux autres molécules déjà existantes. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'expérience de ce programme national de traitement, 200 000 patients sous traitement, est une expérience bien sûr à partager avec tous les pays qui souhaiteraient mettre en route des traitements. Et c'est surtout nos erreurs qui sont probablement les plus intéressantes, puisqu'on s'est rendu compte, en évaluant notre programme cette année, qu'il y avait eu, on s'était trompé et on n'avait pas été assez vigilant par rapport à un certain nombre de critères, notamment dans l'inclusion des patients. Et c'est ça, je crois, qu'il faut qu'on partage avec vous. Donc voilà les critères de traitement et de suivi. Pour les inclusions, ce sont des choses assez classiques, avec, curieusement, nos collègues égyptiens ne voulaient pas, au niveau du ministère de la Santé, que les patients avec cirrhose soient traités, ceci parce qu'ils répondent moins bien au traitement. Et sinon, notre suivi est une PCR quantitative qui se fait donc à S12, 24, 48 et 72. Les patients positifs à S12 ou S24 sont arrêtés, comme dans beaucoup d'endroits, en tout cas pour S24. Alors c'est un programme, comme vous le voyez, qui est très cher pour le gouvernement, et on se rend compte que même si on arrive à traiter 40 000 patients par an, ce qui semble considérable, c'est moins de 1% de la population des virémiques. Et donc la question qui était très justement posée tout à l'heure de qui va-t-on devoir traiter nous paraît extrêmement pertinente. Comment choisir les 1% de sujets à traiter parmi toute la masse des gens chroniquement infectés en Égypte? Et là, il y a deux arguments qui s'opposent. Il y a ceux qui voudraient traiter tôt parce que la réponse au traitement est bien meilleure quand vous traitez en stade F1. Vous avez 70% de réponse pour un génotype 4. Mais on pourrait opposer à cela, attention, ce sont des gens qui peut-être ne vont jamais développer de complications, ou le jour où ils vont développer des complications, ce sera dans 20 ans. Dans 20 ans, il existera d'autres molécules, le traitement aura complètement changé, et probablement il ne faudrait pas utiliser des traitements pour ces patients aujourd'hui. À l'inverse, on peut vouloir traiter plutôt les formes avancées, F3, et disons F4 compensées, des cirrhoses compensées.
Mais là, on vous dira, la réponse au traitement est très mauvaise, c'est 30% à peu près, et d'engager un traitement qui coûte 150 millions de dollars pour le gouvernement chaque année, avec des taux de réponse aussi faibles que 30%, ne serait-ce que pour le moral des cliniciens qui suivent les patients, c'est pas bon, et c'est quelque chose qui peut être critiqué. À l'inverse, ce sont ces gens-là qui sont en F3 et en F4 compensés, dont on est sûr que dans les 5 ans, ils vont développer des complications graves et qu'après, il sera trop tard pour les traiter. Donc, ce débat-là, finalement, on l'a tranché avec la collaboration qu'on a avec Yazdan Pana, qui a travaillé sur un modèle de coût-efficacité. Et très récemment au Caire, on a pu rendre nos résultats à nos collègues égyptiens, qui montraient qu'il vaut mieux traiter les formes tardives. Donc, on s'est mis d'accord pour dire, traitons de F2, mais surtout F3 et F4 compensés. Les F1, on va leur proposer d'être suivis régulièrement, mais on n'a pas de raison de les traiter aujourd'hui. Les choses vont tellement changer dans les années à venir qu'il faut leur garder plutôt une chance d'avoir accès aux nouvelles molécules beaucoup plus tard s'ils évoluent vers une fibrose. Alors le triage, comment on va le faire? Là encore, on revient sur les marqueurs non invasifs de fibrose. Si avec le FIB4, par exemple, on peut identifier de façon assez sûre les patients qui sont en F0, F1, on leur dit, c'est très simple, on vous suit avec un FIB4 annuel tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ça, c'est quelque chose à déterminer, mais c'est une simple prise de sang, enzyme hépatique, plaquettes. On peut le faire très facilement. Et puis, pour les formes plus avancées, eh bien là, il faut arriver à les détecter. Le FIB4 peut nous aider, peut-être des combinaisons de marqueurs, peut-être aussi l'utilisation de l'élastométrie là où elle est possible. Alors, en conclusion, clairement, l'urgence, elle est sur l'identification d'un traitement à coût abordable. Les guidelines de prise en charge, qui traiter, suivi, simplifié, on en a parlé, et là aussi on a des attentes par rapport au travail que l'OMS vient de mettre en route. Toute une question autour des structures de soins, et Serge en parlait tout à l'heure, on a des programmes verticaux. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'hépatite C? Est-ce qu'il faut qu'on ait un nouveau programme hépatite virale? Est-ce qu'il faut que ce soit adossé au VIH? Il s'agit de maladies virales chroniques qui peuvent avoir des médicaments en commun, un suivi un peu similaire pour un certain nombre d'aspects, mais avec aussi le risque de confusion dans l'esprit des gens, stigmatisation. Enfin, tout ça, c'est un débat, je ne suis pas moi-même capable d'y répondre. Décentralisation des soins. Pour le VIH, vous savez, au début, on avait très frileux par rapport à ça. Mes collègues cliniciens me disent que les molécules dont on disposera, avec, on l'espère, beaucoup moins d'effets désirables dans 5 à 10 ans, permettront une prise en charge décentralisée du VHC. Évidemment, s'ouvre à ce moment-là, si vous pouvez offrir un traitement, et c'est évidemment le préalable, une fois que vous avez la possibilité d'offrir un traitement, vous pouvez organiser votre dépistage, mobilisation, etc. L'advocacy, je laisserai Isabelle André-Meyer qui vient vous parler juste après du travail qui est fait sur vraiment essayer de sensibiliser les pouvoirs publics pour faire baisser le coût des traitements, et les compagnies pharmaceutiques aussi doivent faire partie de cet effort. Et enfin, on m'a demandé de parler de l'hépatite C, mais n'oublions pas l'hépatite B, où il y a aussi, j'ai envie de dire, un scandale aussi criant que pour l'hépatite C, et puis ne pas oublier la prévention, bien évidemment. Merci.